beaucoup à Vincent, puisqu'il nous appelle au dialogue entre Palestiniens et Juifs. Alors là, on est au-delà des dialogues, on est vraiment dans les travails communs. Avant de présenter nos invités, j'ai oublié, et c'est peut-être le plus important, c'est que derrière cette rencontre et la confiance qui m'a été donnée dans l'organisation, il y a des personnes extraordinaires qui ont œuvré. Donc il y a les associations et les partis qui ont rejoint cette journée. Il y a une personne que je voudrais remercier spécialement, c'est Morgane. Sans Morgane, moi j'ai un petit lien avec Haïfa. Il se trouve qu'il y a plusieurs dizaines d'années, je suis né à Haïfa. Je suis né à Haïfa d'une famille des migrants / colons juifs qui sont arrivés directement de l'Amérique latine par bateau et ont échoué à Haïfa. Mais j'ai quitté Haïfa quand j'étais tout petit, et il se retrouve que en s'approchant à la retraite, je reviens à Haïfa, qui est en réalité Marseille. Et il y a quelque chose qui est la géographie de Haïfa et de Marseille, dans laquelle il y aura plusieurs personnes qui vont en parler. Haïfa est une ville qui a le haut, le suprémacisme blanc juif, et le bas, ce qui est resté des Palestiniens de la Nakba, qui est l'équivalent, grosso modo, du nord de Marseille et du sud de Marseille. Je vais vous présenter vite fait nos invités. Je vais commencer peut-être par l'ordre aussi qui vont un petit peu intervenir. Donc, à ma droite, c'est-à-dire à votre gauche, à ma droite, donc de gauche, il y a l'écrivain et l'activiste de longue date, même s'il est très jeune, Maj Kayal, dans lequel c'est le flambeau de la nouvelle littérature palestinienne. Et si vous voulez le lire, on va faire qu'il y aura plus de Maj Kayal en français, mais il y a un très beau texte de Maj Kayal publié dans Orion 21, justement sur Haïfa. Après, j'ai l'honneur de présenter Sœur Assad, qui est juriste, qui est activiste, qui a adopté Haïfa, et Haïfa l'a adopté. Elle vient de villages qui se retrouvent dans la basse Galilée, et elle travaille sur des questions qui sont les questions concrètes de la relation entre législation et création de la réalité de l'apartheid. J'ai à ma gauche, donc à votre droite, Ronen Benari, qui nous a fait le grand honneur d'être là, professeur au Technion, le Polytechnique de Haïfa, qui a des grands liens aussi avec Marseille, un urbaniste et un architecte qui a écrit un livre très important sur coexistence, co-résistance, sur l'histoire de Haïfa, et qui va nous parler un petit peu de la transformation urbaine de Haïfa. Puis, il y a Bachar Ali. Bachar est né dans un village de la banlieue de Haïfa, musicien. Il a fait ses études sur l'islam. Il est aujourd'hui prof d'arabe pour les milieux militants israéliens, et c'est un militant et un organisateur important de manifestations que depuis 2 ans se déroulent à Haïfa. Il va nous parler un petit peu de l'activisme. Par ailleurs, il travaille dans les comités israéliens contre la torture. Et finalement, on a Gaïa Dan. Gaïa est étudiante en sociologie et sciences politiques à l'université de Haïfa,
également militante dans la coexistence et qui va nous parler un petit peu de la réalité universitaire. Je vais commencer peut-être par la première question que je vais adresser à mon ami Majd, qui est à Marseille, les maires, la mairie présentent un petit peu Haïfa comme les miracles d'une ville dans laquelle des Arabes et des Juifs, des Israéliens et des Palestiniens vivent ensemble, bien évidemment en harmonie. Et donc, ce qui m'intéresse, ça va, c'est un petit peu, mais ces récits, comment, à ton avis, est possible, et qu'est-ce qui se cache derrière? Et ce qui se cache derrière, c'est l'idée un petit peu de ces titres un petit peu étranges que nous avons donné à cette conférence, c'est Haïfa sans limite dans l'idée de paravent propagandiste, sans limite, parce que vous allez entendre, nos invités vont parler sans limite. Majd, you want me to translate in English the question, or you have it? I mean, here we must say that the mayor and the conscience is presenting Haifa as a miracle, almost, which is a city where Arabs and Jews are living together in a perfect harmony. And I want to ask you, how, in your eyes, this from your experience, this narrative is possible, and what it hides behind it. And before answering, je voudrais quand même rajouter une chose. Nous avons choisi les personnes qui interviennent, non pas parce qu'ils sont des experts, mais ils ont des experts de leur propre expérience, et je pense que ça, c'est extrêmement important. Please. This one? Hey. Hello everyone, thank you very much for being here and for having us. I'm very glad to be here. Glad is a weird word to say, but thank you very much for having us. C'est bon, ça marche. Ok. Merci à tous d'être là ce soir. Je suis très contente d'être là, même si content c'est un peu un mot bizarre dans la situation. The discourse of harmony, of the miracle of coexistence science, is actually the very normal and very simple story of colonialism. Yeah, let's do the bits. No, go. And what is it all about is being able to coexist, to exist with the victims of colonization as people who has no entity, no essence of humanity. What they are objects in the city for the Orientalist colonizer to have the image of fusion, the image of mixing, the image of being authentic, etc., etc. Alors, cette histoire de coexistence, c'est un peu la vision basique, un peu facile. Alors qu'en fait, d'une coexistence qui serait avec des victimes, mais qui elles-mêmes n'ont rien, n'ont pas finalement d'existence, et ça sert surtout au final une vision coloniale de ces. So what is called coexistence in Haifa is actually a relationship between citizens, Jewish citizens, Israeli citizens, and hummus makers. This is the coexistence of life. We make hummus, they make our hummus. That's the story. Very simple, very clear. Bon, vous avez peut-être compris, mais ce qu'on appelle coexistence à Haïfa, c'est les relations entre les juifs et ceux qui font leur hummus. Voilà, principalement. And we don't even have good hummus, to be honest. Ah, et ils n'ont même pas un bon hummus. But what is Haifa really about? And what if you want to understand what is Haifa really about, you have to think of the new vision that the municipality of Haifa is having through the municipality, through the municipal companies, and especially the
the company for the economy, developing the economy of Haifa. Ce qu'il faut voir vraiment sur ce qui est vraiment Haïfa, c'est la vision c'est la vision de la municipalité qui est en fait finalement principalement orientée vers le développement économique de la ville d'Haïfa. The vision in Haifa municipality today for Haifa, for the city, for the future of the city, this is the visionary. And don't take my words, go to your Google, ask whatever you want, look for it. The vision is to turn Haifa into the capital of ecosystem of the defense tech, of military, of weaponization, of security, of surveillance, of any industry that they have in Israel, to turn Haifa into the capital of all this. Alors, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, vous pouvez aller vérifier par vous-même cette vision de Haïfa, et au final, cette vision de Haïfa, c'est d'en faire la capitale de tout ce qui pourrait être la sécurité, le militaire, le développement des industries. Des industries de surveillance. De surveillance. The three biggest companies of weapons in Israel, the columns of the genocide in Gaza, Rafael, Elbit, Tasia Averi, the aero military company. Les trois plus grandes industries de l'armement israélien, c'est-à-dire Rafael, qui est la plus grande industrie d'armement spécialisée dans les missiles armes lourdes. Deuxièmement, Elbit, la plus grande société israélienne de cyber, de drones et les systèmes de surveillance, à la fois par exemple les murs de séparation mexicains, États-Unis, etc. Et le troisième, c'est ce qu'on appelle l'industrie aéronautique. Ce n'est pas l'industrie aéronautique civile, c'est l'industrie aéronautique militaire. Toutes ces trois entreprises ont été regroupées à Haïfa. All of them, three of them, the biggest columns of the genocide in Gaza are in Haifa. Now, this is not the end of the story, this is the beginning of the story. Because the vision of the municipality is not the three companies. It's to turn Haifa into an ecosystem of security. Why? That's it. Ça ne s'arrête pas dans ces trois industries. Il ne s'agit pas seulement de l'installation des industries, c'est pas ça la vision de la mairie de Haïfa. La vision de la mairie de Haïfa, c'est transformer Haïfa comme qui encapsule, vous savez, cristallise les écosystèmes de l'industrie et de développement militaire. Because Haifa has the scientific institution to develop this industry. Parce que Haïfa a l'institut scientifique, donc l'école polytechnique d'Israël, la plus grande école polytechnique, couronnée d'ailleurs enseigne, qui est le vivier des cerveaux de développement de l'industrie militaire en sécurité. We have the quality of people, the quality of human resources to work in this industry and to recruit to this industry. C'est-à-dire qu'à Haïfa sont présents l'excellence ou la qualité de ces personnes qui développent, qui pensent, qui travaillent, qui sont éduquées à Haïfa, élevées à Haïfa et qui intègrent l'industrie. And of course we have the ports and the logistic abilities to develop the industry and sell weapons to all the world because it's important to distribute weapons. Et bien sûr, nous avons à Haïfa les moyens logistiques de l'exportation militaro-sécuritaire qui est les hangars, les endroits de stockage et évidemment le port de Haïfa qui est l'élément principal de l'exportation à l'étranger. And at this point, the education comes to the picture. And the higher committee of education in Haifa municipality and the company for developing education in Haifa decided to start a new
tracks for children of 14 years old from the schools to start teaching them in the high schools subjects, scientific subjects that push them to work in this visionary industry of Haifa. Ce qui est nouveau et ce qui est présent, c'est le développement et les travaux à partir du ministère de l'Éducation d'un côté, mais surtout la partie de la mairie chargée de l'éducation, c'est intégrer dans les écoles, dans les collèges israéliens et dans les débuts de lycée, des programmes spécifiques de formation des jeunes adolescents et des adolescents vers ces entreprises de développement technologique, l'high-tech militaire et l'industrie d'armes, dans lesquels on enseigne des programmes, c'est-à-dire on a ouvert des filières spécifiques dans les écoles à partir des collèges puis au début des lycées. They will learn robotics, La robotique, aviation, all the scientific subjects that can help them to get into this industry, and they, in the statements that the published statements that they are celebrating in the newspapers, they also insist and emphasize that it's not only theoretical, but they will also have practical involvement and learning in the field. Désolée, du coup, j'étais plus dessus. J'attends. Donc, l'insistance sur ces filières, c'est qu'il y a peut-être une chose importante, c'est que dans la façon que c'est diffusé, la façon que c'est publié et repris à travers la mairie de Haïfa vers la presse nationale, on insiste sur cette nouveauté que ces très jeunes étudiants n'apprennent pas les choses à travers la théorie, mais ce qui est l'originalité, qu'ils ont de plus jeune âge, ils rentrent aussi pour faire de la pratique. Returning to the first simple point, coexistence in Haifa hides ecosystem of genocide, of colonization, and even though this vision is new and it's something that is developing in the last 2 years, we grew up in this city where there are military bases every 2 steps in this city, where the biggest hospital in the city, you know all this propaganda they do about Gaza, but a single person who has been in Haifa knows what is 50 meters from Rambam Hospital. And everyone who has been in Haifa knows that the rockets are actually in the neighborhoods. And the military bases are actually in the neighborhoods. And when you go to swim in the beach, the soldiers are swimming and training between kids and between children and between families. This is the coexistence that we grew up with. Donc si on revient à cette question de l'harmonie et de la coexistence, et on prend l'exemple, par exemple, dans lequel s'est développé à Haïfa, on peut parler de, en réalité, l'arrière-chambre ou la complicité avec le génocide. Je vais insister sur le fait que si on prend, par exemple, le plus grand hôpital de Haïfa, l'hôpital de Rambam, qui se trouve sur la côte de Haïfa, dans lequel des missiles ont essayé d'atteindre cet endroit, l'hôpital de Haïfa est entouré de batteries antimissiles, non pas pour la protection de l'hôpital lui-même, parce que l'hôpital de Haïfa, un très grand hôpital de pays, est entouré de bases militaires. Tout habitant de Haïfa le sait, tout habitant de Haïfa le voit, et quand on va à la plage, par exemple, parmi les enfants qui se baignent, on va voir les soldats de la marine et des commandos de nuit qui sont en train de s'entraîner sur cette même plage. Yeah, and we are there to make them hummus.
Et nous sommes là-bas pour lui faire leur hummus. Thank you much. On va revenir à Maj, we will go back to you, but je voudrais m'adresser un peu à Souher maintenant. Comme je dis, elle est juriste. Et la question, c'est que beaucoup de gens minimisent ou peut-être ne comprennent pas qu'est-ce qu'on dit quand on dit l'apartheid. Qu'est-ce que c'est cette réalité de l'apartheid? Et donc, je vais poser la question à la juriste qui est comment expliquer à quelqu'un qui pense que les Palestiniens citoyens de l'État d'Israël, comme c'est le cas de Charles, de Souher, de Maj, c'est-à-dire des Palestiniens ayant la citoyenneté israélienne, ont les mêmes droits. Donc, comment expliquer à quelqu'un qui pense ou soutient l'idée des mêmes droits, comment on l'explique l'apartheid? So how, in fact, I mean, many people minimize or don't really understand what is, in fact, in the core of the idea of apartheid in Israel, but in fact we're talking about Haifa. And as a lawyer, I want to ask you the question, and how you would explain to somebody that thinks that the Palestinian citizens of Israel have equal rights. What would be your answer? Yeah. Thank you, Eyal. Thank you, everyone, for inviting us. It's an honor to be here to support the efforts you're doing here as a movement to end this 20 with Haifa. I think... Merci beaucoup pour vos efforts pour déjumeler Haifa. I think in order to understand the question of apartheid in Haifa, we cannot just zoom in on Haifa. We need to understand the apartheid system across Palestine in 48. Pour comprendre le système d'apartheid, on ne peut pas que se focaliser sur Haifa. Il faut un petit peu dézoomer pour comprendre le système d'apartheid qui est dans tous les territoires qu'on appelle les territoires des Palestiniens de 48, c'est-à-dire à l'intérieur de l'État d'Israël, et non pas dans les territoires occupés en 1967 et ceux de Gaza. Donc, dézoomer un petit peu pour comprendre le système. When we talk about apartheid, people usually think about military, think about the occupation of 67 in Gaza, rightfully with the genocide that is happening, but also the West Bank, think about the wall, the checkpoints, but they sometimes don't understand how apartheid can happen through a complex legal system. Quand on pense à apartheid, les gens pensent au territoire occupé, à Gaza, avec juste titre en vue de génocide, mais ne comprennent pas comment le système d'apartheid il est à l'intérieur de pays et quelle est sa mécanique juridique. In Palestine as a whole, in 48, apartheid is not only a territorial question, it's a legal, political, demographic regime that is designed to secure Jewish supremacy across the whole land. La question de l'apartheid est... what was the beginning? Sorry? That is not a territorial system only. Donc, le système d'apartheid n'est pas qu'un système de théorie politique, c'est un système ce n'est pas qu'un système territorial, c'est un système juridique qui vient pour en réalité garantir la suprématie juive. Apartheid should not be measured with individual successes or like the way that Israel tries to speak about equality, that right to people to vote or access to universities or being elected.
L'apartheid ne doit pas être réduit à des réussites personnelles ou individuelles, et non pas effectivement comme on le présente l'État d'Israël, qui est l'accès à l'université, même avoir des parlementaires arabo-palestiniens au Parlement. But rather as a structure, a legal regime that organizes power, resources, land, political rights. Mais comme un appareil juridique qui organise la question de terre, land, propriété et des droits territoriaux. Droits politiques. Since the Nakba, and Israel enacted a military regime of 20 years across the territories of 48, a military regime that was later moved to the West Bank and Gaza, and it created a whole sophisticated legal regime that is supposed to maintain the results of the Nakba. You are in charge. En fait, au début, les territoires de 48 ils ont été soumis à un régime militaire qu'on retrouve aujourd'hui en Cisjordanie et à Gaza. Et ça, c'est le post-Nakba. Le post-Nakba. Les systèmes en réalité juridiques de gestion, il est en réalité, you said, it's to continue the year of the Nakba, right? Yes. Yeah. La continuation de la Nakba. And this core of this legal system is expressed in 4 ways. Le cœur de ce système juridique est exprimé à travers quatre chemins. Citizenship and nationality separation and demographic manipulation. Citoyenneté, citizenship. And nationality separation. Citoyenneté, séparation d'identité nationale. En fait, c'est la distinction entre la citoyenneté et la nationalité. And demographic engineering. Et l'ingénierie démographique. Land and special control. Donc, terre et contrôle spécial. Basic laws which are contrôle d'exception. basic laws which constitutes the Constitution of Israel that enshrine Jewish supremacy. Basic law that. Are basically the Constitution of Israel. Donc, des lois qui sont spécifiques sur la constitution même d'Israël. Which enshrine Jewish supremacy. Qui garantissent ou qui engendrent la suprématie juive. And political persecution and memory. Et la persécution politique d'un côté et l'effacement de mémoire. I will try not to complicate things too much with Je vais essayer de ne pas the trop complexifier les choses. but in Israel, the question of nationality is separated from citizenship. En Israël, la question de nationalité est séparée de la question de la citoyenneté. So the whole legal system was designed in that way, especially during the years of the 50s, after the Nakba. Tout le système administratif ou légal était dessiné par rapport à cette séparation, surtout les années qui ont suivi la Nakba, c'est-à-dire les années 50. And I want to mention 2 specific laws that did that. Je veux insister sur 2 lois spécifiques. The law of return, Le droit de retour, which grants any Jewish person across the globe the right to return and automatically be present, be a citizen. qui garantit à n'importe quel citoyen juif du monde à retourner en Palestine et le donne en Israël et qui lui donne automatiquement la citoyenneté israélienne. And the citizenship law, which is also in the 50s, that stripped Palestinians from their existence. Any Palestinian who was left was stripped from the right to exist. Et la loi de la nationalité, la loi nation, qui enlève aux Palestiniens en réalité leur droit à l'existence, ou la considération de leur existence.
This is one of the bases of the legal system that later are referred to through legislation throughout the years. Ça, c'est la base légale qui va être déclinée plus tard avec des différentes lois. In addition to demographic engineering through the ban on family unification for Palestinians and others. À ça s'ajoute par exemple ce qu'on appelle l'ingénierie démographique. Pour prendre un exemple, c'est l'interdiction de réunification de familles entre ceux qui habitent dans le territoire de 67 et les citoyens palestiniens d'Israël. In terms of land and special control, En termes de terre et le contrôle spatial, after the expulsion and displacement of Palestinian refugees in 48, Israel owns now 93% of the land. après l'expulsion de Palestiniens en 1948 et la expropriation de la propriété palestinienne, Israël détient aujourd'hui 93% de terre de la Palestine. Et moi j'ajoute à titre personnel pour se rappeler, 1947, la propriété juive de Palestine, elle est 8%. Palestinians only own 2.5 to 3%. Aujourd'hui, les Palestiniens possèdent que 2,5 à 3% des terres. And the JNF, the Jewish National Fund, Et le Fonds national juif basically manages the land to serve the settlements of Jews across Palestine, including 48, and the development of this land for their benefit. donc le Fonds national juif, qui est une organisation para-étatique israélienne, c'est elle qui gère tous les terres communales pour le développement de la colonisation et l'attribution de terres à des Juifs. Other clear apartheid laws were developed in the early 2000s, like the Admission Committee Law. Par exemple, d'autres lois d'apartheid développées à partir de 2000, c'est la loi de l'acceptation de l'admission dans des localités juives. Donc ça s'appelle la loi de l'admission. Which clearly bans the admission of Palestinians to Jewish communities based on social harmony. Qui interdit l'intégration des citoyens palestiniens d'Israël à l'intérieur des localités juives sous l'appellation de non-compatibilité culturelle. And this all is enshrined in a level of constitution-like laws, like the Jewish nation-state law that was enacted in 2018. 2018 a été actée la loi qui s'appelle la loi État-nation de peuple juif. This law clearly dissolves the fake line, which is the green line, and the difference between the situation of Palestinians across all Palestine. C'est la loi qui va effacer cette ligne verte et la ligne entre les territoires occupés en 67 et en 1948 et qui va unir dans la discrimination tous les Palestiniens sur le territoire de la Palestine. It establishes clear Jewish supremacy, that the state belongs to the Jewish people, only they have the right to self-determination. Ça établit d'une façon très claire que l'État appartient seulement aux Juifs et c'est seulement les Juifs qui ont le droit à l'autodétermination. And that Jewish settlements are a national value. And usually people think about settlements as a question of 67, but actually the state plans in a way that is thinking about settlements in the land as also a question of settlements in 48. Et c'est ça en réalité qui est la question de colonie. Les gens pensent, nous pensons actuellement l'idée des colonies comme quelque chose qui est un processus qui se déroule dans les territoires, ce qu'on appelle les territoires occupés, ceux de 1967, mais la colonisation est un projet national à valeur nationale, aussi à l'intérieur d'Israël. I will talk about political persecution later because I think we're short in time, but it's important to understand that what's happening in Haifa is sitting on that legal system. It's part of it.
And Ronen will speak a little bit more about how the absentee property law, the law of return, all of them are acted in the context of Haifa. Donc je parlerai après de la question de la répression, la répression des militants, mais il faut comprendre, en vue de ce que je viens de dire, que Haïfa, elle est basée sur ce système d'apartheid légal.